Mon esprit a aussitôt repensé à ces théories étranges que j'avais lues par curiosité, les supposées bases extraterrestres sous-marines. Je travaille pour une compagnie d'électricité, spécialisée dans la restauration du courant après des tempêtes. C'est un travail dur et parfois dangereux, mais c'est aussi gratifiant de pouvoir rendre service aux communautés isolées. Un jour, après une violente tempête qui avait ravagé un petit village de montagne, j'ai vécu une expérience qui me hante encore aujourd'hui. Nous étions en train de réparer une ligne endommagée non loin d'un groupe de vieilles maisons, certaines à moitié détruites par la tempête. Alors que nous travaillions, une femme est sortie de l'une des maisons les plus délabrées, s'approchant rapidement de nous avec un air inquiet. Elle était vêtue d'un vieux manteau usé et semblait épuisée. Elle nous a expliqué que l'électricité de sa maison avait été coupée et qu'elle ne savait pas quoi faire. Nous lui avons assuré que nous étions là pour ça et que son courant serait rétabli sous peu. Elle poussa un soupir de soulagement, puis dit quelque chose qui me fit froid dans le dos. Mon fils est descendu à la cave, et maintenant je ne le trouve plus. Son ton était étrangement calme, presque détaché, mais ses paroles me frappèrent comme un coup de poing. Sans réfléchir, je pris ma lampe torche et proposai de l'accompagner pour l'aider à chercher son fils. Elle me guida le long d'un sentier de gravier menant à une maison encore plus délabrée, son toit partiellement effondré et ses fenêtres béantes, laissant passer le vent glacial de la montagne. Les volets pendaient tristement, battant contre les murs à chaque rafale. Elle entra dans la maison sans hésiter. Je la suivis, mais à peine avais-je passé le seuil que je ne la visse plus nulle part. L'intérieur était sombre et silencieux, à l'exception du vent sifflant à travers les fissures des murs. J'appelai son nom plusieurs fois, parcourant les pièces dévastées avec ma lampe torche. Mais il n'y avait personne. Un sentiment de panique grandissait en moi. J'étais certain de l'avoir vue entrer, mais elle avait disparu comme si elle s'était évaporée dans l'air froid et humide de la vieille maison. Mon instinct me criait de partir, et je courus jusqu'à mon camion, le souffle court. Alors que je m'apprêtais à appeler les secours, un homme âgé vivant plus bas dans la rue s'approcha, intrigué par mon agitation. Encore sous le choc, je lui expliquai la situation. Une femme était venue nous voir, disant que son fils avait disparu dans la cave de sa maison, et maintenant elle aussi était introuvable. L'homme resta silencieux un instant, son visage devenant grave et pâle. D'une voix rauque, il dit « Personne ne vit dans cette maison depuis des années. Une mère et son fils sont morts là-bas il y a 4 ans, pendant une tempête comme celle-ci. » Je restai figé, incapable de parler. Chaque détail correspondait. L'angoisse dans la voix de la femme, son air épuisé, la maison abandonnée et en ruine. Je ne sais toujours pas ce que j'ai vu cette nuit-là, mais depuis, chaque fois que je suis appelé dans une zone isolée après une tempête, je ne peux m'empêcher de penser à cette femme et à son fils. Pendant mon service national obligatoire en tant que pompier, j'ai vécu des interventions difficiles, mais une en particulier reste gravée dans ma mémoire comme l'une des plus troublantes. Un matin, nous avons été appelés dans une forêt éloignée, sur l'un des sentiers de course les plus isolés. Des joggeurs matinaux avaient découvert un corps pendu à une branche massive, suspendu haut dans les arbres. C'était clairement un suicide par pendaison. En arrivant sur les lieux, nous avons immédiatement évalué la situation. L'homme était mort depuis plusieurs heures, et l'atmosphère autour de l'endroit était anormalement pesante. La lumière filtrant à travers les feuilles créait un jeu d'ombre étrange, ajoutant à l'ambiance oppressante. Puis, en examinant le sol autour du corps, nous avons remarqué quelque chose d'étrange. Juste au pied de l'arbre, il y avait une petite poupée de paille grossièrement façonnée. Elle était plantée de plusieurs épingles rouges, principalement dans la zone de la tête et du visage. À côté de la poupée, nous avons trouvé un talisman inconnu, à moitié brûlé, ses bords noircis et déchiquetés par le feu. L'atmosphère est devenue encore plus lourde. Ce genre de découverte n'est pas quelque chose que l'on s'attend à voir lors d'une intervention de routine. Personne n'a osé toucher la poupée ni le talisman, préférant laisser ces objets sur place pour les enquêteurs de la police. Nous avons procédé à la récupération du corps, ce qui était déjà une tâche difficile étant donné la profondeur à laquelle nous étions dans la forêt. Il fallait transporter le corps à pied sur plusieurs kilomètres pour atteindre la route la plus proche.
C'est au cours de cette marche que quelque chose d'inexplicable s'est produit. Alors que nous avancions, l'un de mes collègues a remarqué que du sang coulait soudainement sur le visage du défunt. Pourtant, lorsque nous avions pris le corps en charge, il ne présentait aucune blessure visible à cet endroit. Mon collègue a juré que le saignement provenait de la même zone que celle où une des épingles rouges était plantée dans la tête de la poupée de paille. Nous avons vérifié la blessure, mais il était difficile de dire si cela correspondait exactement à l'endroit où l'épingle était plantée. Sans plus de preuves, nous avons continué notre marche, de plus en plus pressés de quitter cette forêt étrange. Après avoir remis le corps aux ambulanciers et fait notre rapport, nous avons quitté la zone aussi vite que possible, tous profondément perturbés par ce que nous avions vu. Sur notre navire de forage construit en Chine, nous avons découvert quelque chose qui nous a profondément troublés. En examinant les plans du navire, nous avons remarqué l'existence d'une pièce supplémentaire, clairement indiquée sur les schémas. Intrigués, nous sommes allés sur place pour la localiser, mais il n'y avait aucune entrée visible. Pourtant, l'espace vide était indéniable, comme si une pièce cachée se trouvait là, enfermée dans les entrailles du navire. Cela pourrait sembler banal à première vue, sauf si vous avez déjà travaillé dans ces immenses chantiers navals chinois. Deux choses y sont tristement connues, les passagers clandestins, bien que peu probables dans ce cas précis, et les erreurs humaines dans ces projets massifs où des centaines de travailleurs suivent des ordres sans poser de questions. Nous avons donc poursuivi notre enquête. Après avoir soigneusement examiné les plans et inspecté l'extérieur du navire, nous avons confirmé que cette mystérieuse pièce avait bien 6 parois intactes, scellées. Pourtant, il n'y avait aucune trace de soudure extérieure. Aucune jonction, aucune ouverture, aucun point d'accès. Tout indiquait que la pièce avait été soudée de l'intérieur. C'est là que l'horreur nous a frappés. Le seul scénario logique était que les ouvriers qui avaient construit cette pièce l'avaient soudée de l'intérieur, terminant leur tâche sans prévoir de sortie. Peut-être qu'ils n'ont réalisé leur erreur qu'à la fin, lorsque l'ultime soudure a scellé leur sort. Ou pire encore, peut-être qu'ils n'ont jamais eu le temps de s'en rendre compte, asphyxiés par les gaz de soudure toxiques dans cet espace hermétique. Depuis cette découverte, l'atmosphère autour de cette section du navire a toujours été étrangement pesante. Beaucoup de membres d'équipage rapportent avoir entendu des bruits inexplicables provenant de cette zone. Des coups sourds, des grattements, des murmures indistincts. Certains affirment même avoir ressenti une présence, comme si quelque chose, ou quelqu'un, essayait encore de sortir. Je sais ce que j'ai entendu. Des tapotements lents, réguliers, presque suppliants, lors de mes quarts de nuit. Pourtant, ce navire n'est pas un vieux rafio chargé d'histoire. C'était un navire flambant neuf lorsque je l'ai pris pour sa première traversée de la Chine à Amsterdam, puis son voyage inaugural vers l'Amérique. Cela n'avait rien d'une légende maritime ancienne. Quand je travaillais dans l'éducation en plein air, notre programme ressemblait à un camp d'été, mais organisé pendant l'année scolaire. Des groupes scolaires venaient passer quelques jours dans notre camp, apprenant à connaître la nature tout en vivant une expérience de camping authentique. La dernière nuit de chaque séjour, nous avions une tradition bien établie, raconter une histoire effrayante autour du feu de camp. C'était toujours la même histoire, parfaitement rodée. Mon collègue et moi travaillions en binôme, l'un racontait l'histoire, tandis que l'autre se cachait dans les bois pour produire des bruits inquiétants, comme des branches qui craquent ou des bruissements dans les buissons. C'était un moment fort du séjour, et les enfants adoraient se faire peur. Une nuit en particulier, c'était mon tour de raconter l'histoire. Tout se passait comme prévu. J'arpentais lentement le cercle formé par les enfants, ma lampe torche illuminant leurs visages attentifs et déjà nerveux. Pendant ce temps, des bruits étranges résonnaient dans la forêt, exactement comme prévu, craquement de branches, bruissements, le son étouffé de quelque chose qui bouge dans l'ombre. Les enfants étaient captivés, certains sursautaient à chaque nouveau bruit. Alors que je continuais à raconter l'histoire, je fis le tour du feu et mon regard tomba sur un visage familier parmi les enfants. Mon collègue Eric. Il était assis là, sourire aux lèvres, écoutant attentivement mon récit comme si de rien n'était. Mon sang se glaça instantanément.
Mon esprit mit quelques secondes à comprendre ce que cela signifiait. Si Eric était là, alors qui, ou quoi, produisait ces bruits dans la forêt? Mon cœur battait à tout rompre. Je continuai mon histoire du mieux que je pus, accélérant le rythme pour en finir rapidement. Les enfants ne remarquaient rien d'inhabituel, trop absorbés par le suspense. Une fois l'histoire terminée, nous les envoyâmes tous se coucher. Dès qu'ils furent hors de vue, je me tournai vers Eric et lui expliquai ce que je pensais. Son sourire disparut aussitôt et son visage devint livide. « Attends, tu veux dire que ce n'était pas un des autres membres du staff qui faisait les bruits ?» Nous restâmes figés un instant, écoutant à nouveau la forêt qui était maintenant silencieuse, bien trop silencieuse. Sans un mot de plus, nous prîmes nos lampes torchées et courûmes à toutes jambes vers le bâtiment principal du camp. Je n'ai jamais couru aussi vite de ma vie, ni ressenti un tel mélange de peur et d'adrénaline. Nous avons raconté l'incident à nos supérieurs le lendemain, mais personne n'a jamais su ce qui s'était vraiment passé cette nuit-là. Il n'y avait aucune trace de quelqu'un ou de quelque chose dans les bois. J'y repense souvent et je me demande encore ce qui, ou qui, se cachait dans l'obscurité ce soir-là et ce qu'il aurait pu se passer si nous avions décidé d'aller voir. Travailler dans les relevés de frayère à saumon signifie passer beaucoup de temps seul dans des endroits reculés. Mon travail consistait à remonter les cours d'eau à pied pour observer et enregistrer les poissons qui y frayaient. Certaines de ces rivières se trouvent en plein cœur de terres boisées privées, isolées et difficiles d'accès. Dans ces endroits, on ne s'attend jamais à croiser quelqu'un. En tant que femme travaillant seule, j'ai appris à rester constamment sur mes gardes, à éviter toute interaction imprévue. L'isolement est à la fois une bénédiction et une menace potentielle. Cette prudence constante m'a probablement aidé le jour où je suis tombé sur quelque chose que je n'ai jamais pu oublier. L'un des sites de relevés était situé près d'une autoroute, mais suffisamment loin pour qu'on s'y sente coupé du monde. Je devais me garer sur un bas-côté, suivre une rivière en descendant jusqu'à un sentier marqué par des rubans de signalisation, puis traverser une crête pour rejoindre un ancien chemin de débardage sur des terres privées. De là, il fallait marcher environ 100 mètres avant de pénétrer dans la forêt dense de jeunes sapins Douglas. Des sentiers de gibier, marqués par des rubans laissés par d'autres biologistes, serpentaient à travers la végétation vers le ruisseau que je devais inspecter. Ces chemins n'étaient pas toujours évidents à suivre. Certains ne menaient nulle part, s'arrêtant brutalement dans un mur de végétation épaisse ou sur une falaise surplombant la rivière. D'autres se perdaient dans un dédale de sentiers faiblement tracés. Un jour, je suivais un ruban rose attaché à une branche le long de la route forestière. Le sentier semblait récemment perturbé, comme si un animal avait traversé récemment. J'ai pensé qu'un ours était peut-être passé par là, c'était courant dans cette région. La piste me mena à une petite clairière étroite, presque oppressante. Le sol était fraîchement retourné en un cercle presque parfait. Je me penchai pour chercher des traces de cerf ou d'élan, mais il n'y en avait aucune. Puis je vis quelque chose d'encore plus étrange, des os, éparpillés autour de la clairière, à la limite de l'ombre des arbres. Il n'était pas là la dernière fois que j'étais venu, 2 semaines auparavant. Un silence pesant régnait dans l'air, un de ces silences anormaux où même le vent semble suspendu. L'ambiance était suffocante, comme si la forêt elle-même retenait son souffle. Mes sens étaient en alerte maximale. Je remarquai alors un autre sentier qui s'éloignait sur la droite, à peine perceptible à travers les arbres serrés. Curieuse, mais méfiante, je m'engageai doucement, avançant de quelques mètres seulement. Un mouvement subtil attira mon regard vers l'avant, légèrement sur ma droite. Au travers des troncs, j'aperçus une silhouette sombre, immobile. C'était une sorte d'abri massif, à environ 50 ou 75 pieds de moi. Il semblait construit avec des branches et des bâches usées. Autour de l'abri, il y avait des dizaines de bidons en plastique et encore plus d'os blanchis dispersés sur le sol. Les ombres et la lumière filtrant à travers les arbres rendaient la scène difficile à distinguer, mais il était clair que ce que je regardais n'avait rien de normal. Mon cerveau hurla un avertissement avant même que je puisse envisager quoi que ce soit d'autre. L'instinct de survie prit le dessus. Je fis demi-tour immédiatement, quittant le sentier à toute vitesse, sans chercher à mieux voir, sans même penser à atteindre le ruisseau.
Je ne me retournais pas. Mon cœur battait à tout rompre, mes jambes tremblaient sous l'adrénaline. Je courus jusqu'à l'ancienne route de débardage, puis jusqu'à mon véhicule garé près de l'autoroute. Je n'ai jamais su ce que j'ai vu ce jour-là, qui ou quoi vivait là, ou pourquoi cette clairière et cet abri étaient jonchés d'ossements et de bidons. Mais je sais que quelque chose n'allait pas. Quelque chose qui m'a poussé à fuir sans poser de questions, sans tenter de comprendre. Je n'y suis jamais retourné. Mon ancien partenaire était un photographe amateur spécialisé en archéologie industrielle. Cela signifiait que nous passions de nombreux week-ends à explorer des endroits reculés, d'anciennes usines, des moulins abandonnés, des entrepôts désertés. La plupart de ces lieux étaient isolés, loin de la civilisation, et généralement totalement vides. Certains sites plus proches des villes présentaient des signes d'occupation temporaire, des seringues usagées, des détritus, ou occasionnellement des sans-abri cherchant refuge. Mais rien qui ne nous ait jamais vraiment mis en danger. Jusqu'à cette journée. Nous étions partis explorer une immense usine à papier située au fond des montagnes, à plusieurs heures de marche du village le plus proche. L'endroit était en assez bon état, bien que visiblement abandonné depuis des décennies. Une rivière asséchée passait sous l'usine, ajoutant un air fantomatique au lieu. Nous étions là depuis environ une demi-heure, explorant et photographiant les grandes salles et les vieilles machines rouillées. L'usine comportait 2 sorties principales, l'entrée par laquelle nous étions venus et une autre porte à moitié effondrée menant à des bâtiments plus éloignés du complexe. Alors que nous prenions des photos d'un étrange monticule de débris en forme de pyramide dans la salle principale, un bruit inattendu nous arrêta net, des grognements, suivis de violents aboiements, résonnant quelque part à l'extérieur. Nous avons supposé qu'il s'agissait de randonneurs accompagnés de chiens et avons décidé de rester à l'intérieur en attendant qu'ils passent. Les grognements s'arrêtèrent après quelques minutes, et nous reprîmes notre séance photo jusqu'à ce que les bruits reprennent, beaucoup plus proches cette fois. Ils résonnaient maintenant à l'intérieur du bâtiment, amplifiés par les murs de béton. Un frisson glacé me parcourut l'échine. Ce n'étaient pas des aboiements normaux. Quelque chose dans ces sons était faux, comme une imitation maladroite, presque humaine. Alors que nous essayions de déterminer d'où venaient les bruits, les aboiements se transformèrent brusquement en cris gutturaux. C'était comme si quelqu'un imitait des chiens en colère, mais d'une manière tordue, inhumaine. Les cris résonnaient dans l'usine déserte, se rapprochant dangereusement. Soudain, un homme gigantesque, couvert de haillons sales, surgit de l'autre entrée effondrée. Il était énorme, son visage caché sous une épaisse tignasse de cheveux emmêlés et de saleté incrustée. Il criait dans une langue que nous ne comprenions pas, mélangeant grognements et hurlements inintelligibles, ses gestes furieux et désordonnés rendant la scène encore plus terrifiante. L'adrénaline nous saisit instantanément. Nous avons tourné les talons et sprinté vers la sortie principale, nos pas résonnant sur le béton craquelé. Je n'ai jamais couru aussi vite de ma vie, propulsé par une peur pure et viscérale. Après quelques minutes de course effrénée sur le sentier, mes jambes commencèrent à céder sous la fatigue. Je me suis arrêté pour reprendre mon souffle, le cœur battant à tout rompre, les oreilles encore bourdonnantes des cris inhumains de l'usine. Nous avons scruté la forêt autour de nous, mais il n'y avait aucune trace de l'homme. Il ne nous avait pas suivis. Peut-être ne voulait-il que nous chasser de son territoire. Peut-être était-il aussi fou que terrifié à l'idée que des étrangers envahissent son monde isolé. Le reste de la randonnée fut une longue marche silencieuse et nerveuse, chaque bruissement de feuilles ou craquement de branches nous faisant sursauter. Nous avons atteint le village en un temps record, marchant 2 heures en un peu plus d'1 heure, poussés par l'instinct de survie. Travailler dans un camp de scouts pendant l'été signifiait des nuits passées en pleine nature, entourées de mystères que la forêt semblait parfois créer toute seule. Une expérience, cependant, est restée gravée dans ma mémoire, bien au-delà des légendes que nous racontions aux campeurs autour du feu de camp. Chaque semaine, je devais emmener un groupe de scouts à un endroit reculé du camp principal pour leur badge de survie en pleine nature. Là-bas, ils construisaient leurs propres abris avec des branches, des feuilles et ce qu'ils pouvaient trouver, et devaient y passer la nuit. L'endroit était à seulement un demi-mile du camp principal, mais grâce à un chemin sinueux que nous prenions intentionnellement, il semblait beaucoup plus éloigné.
Une nuit en particulier, après avoir mangé et passé un bon moment autour du feu, il était temps d'envoyer les scouts dans leurs abris pour la nuit. Le camp s'est vite plongé dans un calme relatif, les seuls bruits restants étant le crépitement des braises et les sons naturels de la forêt. Puis, vers 23 heures, alors que nous étions en train de nettoyer le site, nous avons entendu un son lointain. C'étaient des cloches. Des cloches d'église, faibles mais distinctes, résonnant à travers la forêt. Elles sonnaient à intervalles réguliers, toutes les 30 secondes environ. Mes collègues et moi avons échangé des regards interrogateurs. Il n'y avait aucune église ni ville à moins de 20 miles de là. Le son était si étrange, résonnant dans l'air frais de la nuit comme un écho perdu dans le temps. Les cloches ont continué pendant environ 30 minutes, puis le silence est revenu. Mais juste au moment où nous commencions à nous détendre, nous avons entendu autre chose, du chant. C'était faible au début, comme un murmure porté par le vent, mais cela ressemblait clairement à des voix humaines. Un grand groupe, chantant avec une ferveur étrange, comme un chœur d'église en pleine célébration. Mais il y avait quelque chose de troublant dans ce chant, il n'y avait ni paroles discernables ni mélodie claire, seulement une intensité presque envoûtante, alternant entre des moments calmes et des explosions de chants puissants. Le chant dura plus d'1 heure. À certains moments, il devenait si fort que nous étions convaincus que le groupe se déplaçait vers nous, mais après quelques minutes, il s'éloignait à nouveau, se fondant presque dans le bruissement des arbres. Les scouts, réveillés et terrifiés par le bruit, vinrent nous voir, les yeux remplis de peur. Je leur mentis pour les rassurer, c'est juste une veillée spéciale organisée par le camp principal. Rien de grave, c'est normal. Mon ton se voulait détendu, mais mon esprit était en alerte maximale. Finalement, vers 1 heure du matin, les chants cessèrent aussi soudainement qu'ils avaient commencé. Un silence total régna à nouveau dans la forêt, mais l'ambiance était restée chargée, lourde d'une tension inexplicable. Quelques jours plus tard, j'ai appris la vérité par quelqu'un du personnel du camp principal. Cette nuit-là, à seulement quelques miles de notre emplacement, une grande réunion du Ku Klux Klan avait eu lieu, avec des rituels incluant des chants, des discours et des cloches sonnant au début de leur cérémonie. Quand je travaillais comme livreur de pizza, la plupart de mes courses se faisaient en ville, mais il m'arrivait aussi de devoir livrer dans des endroits plus isolés, souvent à la limite de notre zone de livraison. Une nuit en particulier m'a laissé un souvenir que je n'oublierai jamais. C'était une soirée sombre et calme. Je devais livrer une commande dans un parc de caravanes situé tout au bout de notre périmètre de livraison. Le genre d'endroit mal éclairé, avec des lampadaires vacillants et des ruelles étroites où l'obscurité semblait absorber le peu de lumière disponible. Je suivais mon GPS et finis par trouver la caravane correspondante. Par précaution, je laissais le moteur de ma voiture tourner, phares allumés, et les lumières intérieures allumées. C'était un quartier où il valait mieux ne pas traîner plus longtemps que nécessaire. Après avoir livré la commande et récupéré le paiement, je me dépêchais de revenir à ma voiture. Je m'assis sur le siège du conducteur et fermai la porte. Juste au moment où je posais mes mains sur le volant, mes yeux se levèrent et je sursautai violemment. À moins d'1 mètre de ma fenêtre, un vieil homme se tenait là, figé, me fixant intensément. Son visage était éclairé par mes phares latéraux, révélant une peau ridée et tendue, des yeux enfoncés et une expression complètement vide. Il ne disait rien. Il ne bougeait pas. Il regardait fixement à travers la vitre de ma portière, comme s'il attendait que je fasse quelque chose. Mon cœur battait à tout rompre. L'instinct prit le dessus, je mis la voiture en marche et appuyai sur l'accélérateur. Je voulais juste sortir de là le plus vite possible. La route principale était à quelques virages, mais pour y accéder, je devais faire demi-tour dans l'étroite allée. Lorsque je fis le virage, mes phares illuminèrent à nouveau la route et là, au milieu du chemin, se tenait le vieil homme, parfaitement immobile. Mon souffle se coupa. Il se tenait droit, ses bras le long du corps, me fixant toujours avec cette expression dénuée d'émotion. L'espace d'un instant, j'eus l'impression que le temps s'était figé. Je n'attendis pas de voir ce qu'il allait faire. Je tournai brusquement le volant et appuyai sur l'accélérateur pour l'éviter. Alors que je passais à sa hauteur, il se mit soudainement à courir après ma voiture.
Je n'ai pas regardé dans le rétroviseur. Je me concentrais uniquement sur la route, le cœur battant comme un tambour. Je n'ai respiré à nouveau que lorsque j'ai atteint la route principale et vu les lumières de la ville au loin. Le lendemain, je déposai ma lettre de démission. Ce fut ma dernière livraison dans ce parc de caravanes. Travailler sur des navires en mer peut offrir des expériences uniques, mais aussi des moments profondément étranges qu'aucun manuel de navigation ne peut expliquer. Une nuit en particulier, alors que nous naviguions dans les eaux glacées de l'Alaska, j'ai vécu quelque chose qui me hante encore aujourd'hui. C'était ma première nuit à voir les aurores boréales. Le ciel était incroyablement clair, illuminé par ces vagues de lumière dansante aux teintes vertes et violettes. Cela rendait la nuit presque aussi lumineuse qu'un crépuscule prolongé. On pouvait voir à des kilomètres à la ronde, chaque vague scintillant sous la lumière éthérée. Vers 1h du matin, quelques collègues et moi avons décidé de grimper sur le pont supérieur, pour mieux profiter du spectacle. Peu à peu, d'autres membres d'équipage sont venus se joindre à nous, captivés par la beauté hypnotique du ciel. Alors que nous étions 6 à contempler l'immensité étoilée, un puissant faisceau de lumière blanche nous a soudainement éclairés. Le projecteur était si intense qu'il semblait venir directement du ciel. Ce n'était pas un phare de navire, ni une lumière de la côte, il était beaucoup trop haut, suspendu au-dessus de l'eau, presque à la verticale. Nous nous sommes figés, échangeant des regards confus et incrédules. La lumière est restée braquée sur nous pendant 15 à 20 secondes, sans bouger, comme si elle nous observait. Puis, aussi soudainement qu'elle était apparue, elle s'est éteinte. Instinctivement, nous avons scruté l'horizon, cherchant un hélicoptère, un avion, ou même un drone, mais rien. Aucun bruit de moteur, aucun signal lumineux secondaire, rien qui puisse expliquer cette étrange apparition. Nous commencions à peine à discuter de ce que cela pouvait être lorsque, quelques minutes plus tard, le même projecteur s'est allumé à nouveau mais cette fois, de l'autre côté du navire, bien au-dessus des montagnes bordant la côte. C'était impossible. Pour que la lumière se déplace aussi vite, il aurait fallu un appareil capable de traverser plusieurs kilomètres en quelques secondes et nous n'avions toujours aucun signe visuel de quoi que ce soit. Le silence autour de nous rendait la scène encore plus irréelle. Aucun de nous ne pouvait trouver une explication logique. Nous savions que les eaux où nous naviguions étaient éloignées des routes commerciales et aériennes habituelles. De plus, à cette heure-là, aucun avion ni hélicoptère ne devait être en vol dans cette zone reculée. Après quelques longues minutes d'observation, la lumière ne revint plus, et nous sommes restés là, frappés par l'étrangeté de la situation. Certains ont suggéré qu'il s'agissait peut-être d'un exercice militaire secret, peut-être un prototype d'avion ou de drone expérimental. D'autres sont restés silencieux, l'esprit manifestement troublé. Je ne sais toujours pas ce que c'était, mais cette nuit-là, alors que le ciel était rempli de lumière naturelle et mystérieuse, une autre lumière, bien plus énigmatique, nous a trouvés. Quand j'avais environ 12 ans, mon oncle a découvert quelque chose qui a marqué à jamais notre famille et changé la façon dont je vois nos terres agricoles. Nous avons une station de pompage à PTO installée dans un petit canal qui alimente nos rizières en eau. C'est un endroit isolé, entouré de champs et de routes de terre, où l'on n'imagine pas faire de découvertes macabres. Un jour, alors qu'il effectuait un entretien de routine sur la pompe, il a remarqué quelque chose d'étrange dans le puisard où l'eau s'accumule avant d'être aspirée. En s'approchant, il a vu 2 corps flottants dans l'eau stagnante. 2 femmes, visiblement abandonnées là depuis un certain temps. Ce qui a immédiatement attiré l'attention des enquêteurs, ce sont les tatouages identiques qu'elles avaient sur leurs bras. Cela indiquait probablement un lien avec un gang, même si la zone où ce gang opérait était située à plus de 45 minutes de route de notre ferme. Rien dans notre coin reculé ne semblait correspondre à un territoire de gang ou à un endroit où on s'attendrait à un tel acte. Cette distance ajoutait à l'horreur de la situation, rendant la scène encore plus mystérieuse et sinistre. L'enquête n'a jamais abouti à rien de concluant, du moins pas à ce que nous sachions. Les autorités ont mené leurs recherches, mais personne n'a jamais été arrêté, et le pourquoi de cette macabre découverte est resté un mystère. Cela fait plus de 20 ans maintenant, mais chaque fois que je passe près de cette station de pompage, je ne peux m'empêcher de regarder dans le puisard. C'est devenu un réflexe,
un mélange d'appréhension et de curiosité morbide. Lorsque je travaillais comme préservateur historique du comté dans les Appalaches du Sud, mon travail consistait à entretenir et restaurer les bâtiments historiques appartenant au comté. L'un des avantages de ce poste était de pouvoir vivre sur place dans l'une de ses propriétés. Il s'agissait d'un vaste domaine comprenant un manoir imposant en briques, construit dans les années 1810, et une petite maison de gardien située à une vingtaine de pieds du bâtiment principal, où je résidais. La propriété était profondément isolée, nichée au milieu des bois, et pour dissuader les intrus et prévenir les actes de vandalisme, le comté avait fait ériger une clôture de 2,5 mètres de haut entourant l'ensemble du domaine de 5 acres, avec des fils barbelés au sommet. Une protection efficace, rendant presque impossible à quiconque ou à quoi que ce soit de pénétrer sur la propriété sans passer par le portail principal. Une nuit, après avoir travaillé tard sur un autre site historique, je suis rentré chez moi. Il faisait complètement noir, et l'unique source de lumière était celle des phares de ma voiture. Après avoir ouvert et refermé le portail à clé, j'ai suivi le chemin de gravier menant à ma maison. Alors que je contournais un des bâtiments annexes pour me garer devant ma maison, mes phares éclairèrent quelque chose qui me figea instantanément. Je n'ai toujours pas trouvé les mots exacts pour décrire cette chose, même des années après. Elle était de la taille d'un cerf, mais sa silhouette était étrange. Elle avait de longues jambes maigres et une fourrure épaisse et débraillée. La créature ressemblait vaguement à un loup à crinière, ces animaux au corps élancé qu'on trouve en Amérique du Sud, mais en bien plus grand. Ce qui me troubla le plus fut le simple fait que cette chose ne pouvait pas être là. Avec la clôture et le fil barbelé entourant la propriété, il était absolument impossible pour une créature de cette taille de passer. Pourtant, elle était bien là, debout à la lisière du chemin. Dans un mélange d'incrédulité et de curiosité, je suis sorti lentement de ma voiture, espérant obtenir un meilleur aperçu de la créature. À cet instant, elle se redressa soudainement, comme si elle avait remarqué ma présence. Et c'est là que l'impensable se produisit, elle se leva sur ses deux pattes arrière, se tenant aussi droite qu'un humain, avant de s'enfuir à toute vitesse, courant sur deux jambes comme un être bipède. Je restai figé, incapable de bouger, mon esprit essayant désespérément de trouver une explication rationnelle à ce que je venais de voir. Mais il n'y avait aucune logique possible. Une bête de cette taille, fuyant comme un humain, dans un endroit totalement clos, c'était irréel. Une fois mes esprits retrouvés, je me précipitai à l'intérieur de ma maison, pris ma lampe torche et mon fusil de chasse. Mon cœur battait la chamade alors que je fouillais les environs, scrutant chaque coin sombre, chaque recoin caché. Mais il n'y avait aucune trace de la créature. Pas de piste dans la terre humide, pas de bruit dans la forêt environnante. C'était comme si elle n'avait jamais été là. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Assis sur mon canapé, le fusil posé sur mes genoux, j'ai fixé ma porte d'entrée, prêt à tirer sur tout ce qui tenterait de forcer l'entrée. Chaque bruit du vent, chaque craquement des vieux murs du manoir voisin me faisait sursauter. L'image de cette créature étrange, ses longues jambes maigres et son mouvement terrifiant, restaient gravés dans mon esprit. Je travaillais dans une forêt publique ouverte aux randonneurs et aux visiteurs. Un jour, quelqu'un est venu signaler un animal mort sur le bord d'un de nos sentiers les plus reculés. Curieux et un peu inquiets, quelques collègues de l'accueil et moi avons décidé d'aller voir de quoi il s'agissait. Après une marche d'une vingtaine de minutes à travers les bois, nous sommes tombés sur ce qui nous avait été signalé. Mais ce que nous avons trouvé était bien plus étrange que ce à quoi nous nous attendions. Sur le sol, juste à côté du sentier, il y avait un tas de chair rougeâtre, lisse et brillante. Pas de poils, pas de peau, seulement une masse organique rouge, visqueuse, ressemblant à un gros morceau de foie ou de viande crue. Ce qui nous a frappé, c'est qu'il n'y avait aucune trace de sang autour, comme si la chose avait été placée là intentionnellement et non traînée ou abandonnée par un animal. La chose était enveloppée dans un vieux t-shirt délavé, et, tout autour, des pièces de monnaie étaient éparpillées sur le sol. Quelques centimes rouillés et des pièces plus récentes, comme si quelqu'un les avait dispersées volontairement. Nous nous sommes regardés, déconcertés. Une mise en scène? Une sorte de rituel? Une farce macabre?
Ne sachant que faire, nous avons contacté les gardes forestiers. L'un d'eux, plus expérimenté, est arrivé 1 heure plus tard. Après avoir examiné la masse de viande avec un sérieux qui nous a rendus encore plus nerveux, il a dit d'un ton grave, « Ça ressemble à un placenta humain ». Cette phrase nous a glacé le sang. Un placenta? Là, au milieu de la forêt? La forêt n'a qu'un seul accès, et chaque visiteur doit passer par notre bureau d'accueil pour s'enregistrer. Cela signifiait que quelqu'un avait soit transporté un placenta ou un organe à travers le point de contrôle sans se faire remarquer, soit avait accouché ou procédé à une intervention chirurgicale illégale au beau milieu de la forêt. L'idée que quelqu'un ait donné naissance ou réalisé un acte médical clandestin dans les bois était terrifiante. Nous avons fouillé les environs, mais nous n'avons trouvé aucun autre indice. Pas de traces de lutte, pas de matériel médical, pas de vêtements supplémentaires. Rien. L'objet a été récupéré par les autorités locales pour analyse, mais nous n'avons jamais eu de nouvelles. Aucun rapport, aucune explication. Lorsque j'étais à l'université, située au cœur d'une région boisée loin des grandes villes, je profitais souvent de la nature environnante. À environ 1 heure de route du campus se trouvait le sentier du Loyal Sock, un parcours de plus de 80 km à travers une forêt dense et sauvage. Lors d'un week-end prolongé, j'ai proposé à un ami de m'accompagner pour tenter l'aventure. Il n'avait jamais fait de randonnée longue distance et c'était l'occasion parfaite. Nous avions prévu de boucler le sentier en 4 jours. En tant qu'Eagle Scout habitué aux randonnées et aux camps en pleine nature, je savais gérer les petits désagréments comme les hurlements des coyotes ou les ratons laveurs fouillant les environs. Avec le temps, on s'habitue même aux bruits étranges que la forêt peut produire. Cependant, ce que je craignais le plus en pleine nature, c'était de croiser d'autres personnes dans des circonstances inattendues. Après environ 30 km de marche, nous avons trouvé un bon endroit pour camper, à l'écart du sentier principal. C'était une petite péninsule où une crique rejoignait une rivière, créant une zone naturellement protégée. L'accès était limité à un seul passage, ce qui nous offrait une certaine sécurité. Après avoir monté notre campement, nous avons allumé un feu de camp et préparé notre dîner avant de nous coucher pour la nuit. La température était fraîche et la lumière de la lune perçait à travers les arbres dénudés. Le calme était presque total, seulement troublé par les légers bruissements des feuilles sèches et les mouvements de mon ami dans sa tente. Tout semblait paisible jusqu'à ce que j'entende des voix humaines, lointaines mais distinctes. Je vérifiai l'heure et constatai qu'il était 3 heures du matin. L'idée que des gens puissent marcher à cette heure avancée, si loin dans la forêt, était inquiétante. Je me redressai lentement et jetai un coup d'œil hors de ma tente. Mon ami était également réveillé et regardait dans la même direction avec une expression d'inquiétude. Nous vîmes alors 4 silhouettes s'approcher de notre campement par l'unique chemin d'accès. 3 hommes et une femme marchaient sans lampe, avançant d'un pas assuré malgré l'obscurité totale. L'un d'eux portait un sac à dos, mais il semblait bien trop petit pour une randonnée aussi longue que celle que nous faisions. Ils entrèrent directement dans notre camp et s'assirent autour de notre foyer éteint. Mon cœur battait à tout rompre alors que j'attrapais discrètement mon couteau de survie, conscient que ce n'était qu'une protection dérisoire en cas de problème. L'atmosphère était glaciale et pesante. Mon ami prit la parole pour leur demander ce qu'ils faisaient là. Leur seule réponse fut une demande de nourriture. Nerveux, je pris une ration de survie et la leur lançai sans poser de questions supplémentaires. Leur regard était froid et calculateur, comme s'ils nous jaugeaient. Ils restèrent là, immobiles, sans montrer le moindre signe de fatigue ou d'épuisement après une journée de marche. Après un long moment, ils se levèrent enfin, prirent leur sac et partirent dans le silence le plus total, sans un mot ni un regard en arrière. Mon ami et moi restâmes en état d'alerte le reste de la nuit, montant la garde à tour de rôle, craignant qu'ils ne reviennent. Au lever du jour, l'étrangeté de cette rencontre semblait presque irréelle, comme un souvenir lointain. Pourtant, un bonnet en laine grise, laissé près du feu de camp, confirmait que tout cela avait bel et bien eu lieu. Je le gardais, mais chaque fois que je le regarde aujourd'hui, une sensation d'angoisse me saisit à nouveau. Depuis cette nuit-là, je n'ai jamais rien vécu d'aussi étrange dans les bois et j'espère ne jamais revivre une expérience semblable. Les bruits de la forêt ne me font plus peur.
Ce sont les personnes que l'on croise au milieu de nulle part qui inspirent la véritable terreur. Un été, j'ai travaillé dans la conservation environnementale dans un coin totalement reculé du Wyoming. Mon équipe et moi passions 2 semaines d'affilée à camper dans des endroits si isolés que même les machines ne pouvaient y accéder. Nous construisions de nouveaux sentiers de randonnée et de VTT dans des zones désertiques de haute altitude, à plusieurs heures de la plus petite ville, qui ne comptait que 41 habitants. Là-bas, chaque pas laissé dans le sol sablonneux pouvait durer des semaines. L'histoire dont je me souviens se déroule au milieu de l'une de nos missions. C'était une nuit sombre, vers 23h30. Tout le monde était déjà couché, sauf moi. Je restais éveillé dans la tente commune, absorbé dans un livre. Il n'y avait pas une seule étoile visible, les nuages couvrant le ciel, et ma lampe frontale était probablement la seule source de lumière dans un rayon de 40 miles. Alors que je lisais, un son me fit relever la tête. Des pas lents et réguliers, se déplaçant à travers le campement. Je sentis immédiatement mon cœur s'accélérer. L'adrénaline monta d'un coup, déclenchant ce 6e sens que l'on développe après des semaines passées dans des endroits sauvages et isolés. 2 choses me frappèrent immédiatement. Premièrement, la personne ne portait aucune lumière. Deuxièmement, les pas ne venaient pas des tentes où dormait mon équipe, mais s'en éloignaient comme si quelqu'un venait de les traverser. En l'espace de 4 secondes, je laissai tomber mon livre, me lever et contourner la tente pour balayer les tentes de mon faisceau de lumière. Le silence total régnait. Aucun son, aucun mouvement. Mais juste devant moi, dans le sol sablonneux, je vis des traces nettes et fraîches. Les empreintes de bottes étaient claires et profondes, laissant un chemin évident. Elles entraient dans notre camp, passaient devant ma tente, traversaient celle de mes camarades endormis, puis s'en allaient, disparaissant dans l'obscurité de la nuit. Je ne bougeais plus, le souffle coupé. Je savais que quelque chose n'allait pas. La précision de ces pas était troublante. Ce n'était pas l'un des nôtres, il n'y avait aucune raison pour qu'un membre de l'équipe se promène sans lampe à une heure pareille, surtout dans un endroit aussi isolé. Le bruit de mes mouvements finit par réveiller mes camarades, qui émergèrent de leur tente, alertés par mon agitation. Je leur expliquai ce que j'avais vu. Ensemble, nous avons inspecté les empreintes à la lueur de nos lampes. Elles étaient nettes, claires et beaucoup trop familières. Ces empreintes de bottes étaient presque identiques aux miennes. Mais il y avait une différence notable, un petit défaut dans le motif de mes semelles causé par un caillou coincé dans l'un de mes crampons. Les empreintes que nous voyions n'avaient pas ce défaut. Mais la forme générale, la taille tout correspondait. Et comme je porte des bottes de taille 15 double largeur, extrêmement rares même dans des équipes de travail, il n'y avait aucune chance que quelqu'un d'autre les ait portées. Pendant un long moment, nous sommes restés là, figés dans un silence chargé de tension, scrutant les ténèbres qui nous entouraient. Personne ne pouvait expliquer ces traces. Nous avons décidé de rester éveillés ensemble jusqu'à l'aube, les sens en alerte. Le lendemain, un léger crachin effaça les empreintes de pas dans le sable, comme si elles n'avaient jamais existé. Mais quelque chose nous avait tous marqués. Pendant les jours qui suivirent, aucun de nous ne se risqua à marcher sur l'endroit où nous avions vu les traces. Nous sautions soigneusement par-dessus, comme on évite de marcher sur les fissures du trottoir, par superstition ou par instinct. C'était une journée glaciale de février dans le nord du Canada, et nous étions en train de terminer notre travail sur le chantier. Je devais encore ravitailler le sideboom, une machine massive ressemblant à un bulldozer sans lame, équipée d'un bras métallique utilisé pour soulever et poser des tuyaux. Fatigué d'entendre les ouvriers se plaindre du froid mordant, j'ai décidé de terminer le travail seul pendant qu'ils se réchauffaient dans les camions. La nuit était déjà tombée et l'obscurité était totale, seulement éclairée par les projecteurs de la machine. Le froid était si intense que chaque souffle formait un nuage épais devant mon visage. Pendant que je faisais le plein, le grondement du moteur de la pompe couvrait presque tous les sons autour de moi, mais à un moment, j'ai cru entendre quelque chose d'étrange. C'était un bruit diffus, difficile à identifier, comme un froissement ou un craquement lointain. Je me suis arrêté et j'ai fait le tour de la machine avec ma lampe torche, scrutant les ombres autour du chantier. Rien.
Juste le silence glacial et la neige crissante sous mes bottes. Le chantier était désert, et je me suis convaincu que le bruit venait probablement d'une branche cassée sous le poids de la neige ou du métal qui craquait sous le froid extrême. Une fois le ravitaillement terminé, j'ai rangé le matériel et suis monté dans le camion, prêt à rentrer. Alors que je passais devant le sideboom, mes phares ont illuminé un monticule de terre à une quinzaine de pieds de la machine. Mon cœur a instantanément raté un battement. Un énorme cougar était assis là, parfaitement immobile, me fixant de ses yeux jaunes perçants. Son pelage beige se fondait parfaitement dans le paysage enneigé et la terre gelée, rendant sa présence presque invisible. Je me suis rendu compte que pendant tout ce temps, il avait probablement été là, silencieux, à m'observer, évaluant chaque mouvement que je faisais. Le voir de si près était à la fois fascinant et terrifiant. Ce n'était pas une simple créature sauvage. Il dégageait une puissance brute et une grâce redoutable. Je n'avais jamais réalisé à quel point ces animaux sont imposants jusqu'à cet instant. Son corps musclé était tendu, prêt à bondir à tout moment. Sans quitter mon camion des yeux, le cougar a soudainement sauté du haut du monticule de terre d'environ 6 pieds de haut. Je m'attendais à le voir atterrir juste au bas de la pile, mais il a littéralement volé à travers l'air, couvrant une distance de 15 à 20 pieds avant de toucher le sol avec une agilité déconcertante. Puis, en quelques foulées souples, il a disparu dans les ténèbres, avalé par l'immensité de la forêt glaciale. Je suis resté là, le souffle coupé, réalisant à quel point j'avais été proche d'un danger mortel sans même m'en rendre compte. Il aurait pu me traquer, bondir, et en finir avec moi avant que je n'ai eu le temps de comprendre ce qui se passait. Depuis ce jour, l'idée qu'une créature aussi puissante et silencieuse puisse se tenir là, tapie dans l'ombre, indétectable, me hante encore. On parle souvent des dangers visibles de la nature sauvage, mais ce sont ceux qu'on ne voit jamais venir qui sont les plus effrayants. J'ai travaillé sur un navire où nous étions souvent en mer pendant des périodes allant de 3 à 10 mois. Je faisais le quart de nuit, ce qui signifiait que je dormais dans les quartiers des équipages pendant la journée, souvent seul ou avec seulement quelques collègues, alors que normalement, il y aurait entre 20 et 30 personnes. C'était une situation idéale pour moi. Le calme était apaisant, pas de ronflement, pas de pas lourd sur le plancher métallique, pas de murmures tardifs. Seulement le léger craquement des parois du navire et le doux balancement des vagues. Une ambiance à la fois sereine et légèrement inquiétante si on y réfléchit trop, mais je trouvais cela presque réconfortant. Cependant, ce calme parfait a été perturbé pendant une période où nous n'étions plus que 2 à dormir dans cette grande salle. C'est là que j'ai commencé à entendre des bruits étranges. Au début, c'était de légers tapotements, réguliers, à peine audibles. Puis ils devenaient plus rapides, plus forts, et se répétaient de manière irrégulière. Impossible de les ignorer tant ils étaient agaçants. En jetant un coup d'œil vers l'autre membre d'équipage présent, je le voyais profondément endormi, sa respiration lente et rythmée. Le deuxième jour, les tapotements sont revenus. Déterminé à découvrir leur origine, je me suis levé pour inspecter les rangées de lits vides. Mais le son semblait se déplacer, rebondissant sur les murs métalliques comme un écho insaisissable. Juste au moment où je pensais m'en approcher, il cessait brusquement. Pendant mon quart de travail, j'ai demandé à mon collègue s'il avait entendu quoi que ce soit. Il m'a répondu qu'il était bien trop fatigué pour remarquer quoi que ce soit d'étrange. Le troisième jour, j'ai décidé de rester éveillé dès le début, prêt à traquer la source de ce bruit. J'attendais, les sens en alerte. Finalement, le bruit recommença, plus fort et plus rythmé que jamais. Mon cœur battait à tout rompre alors que je remontais la rangée des couchettes vides, l'adrénaline me poussant à découvrir enfin ce qui causait ces mystérieux tapotements. Arrivé devant une couchette en bas de la rangée, le bruit était assourdissant. Je pris une grande inspiration et tirai le rideau d'un coup sec, pour tomber nez à nez avec le plus grand gars du navire, allongé sur son lit, occupé à se faire plaisir avec un enthousiasme bruyant. À cet instant précis, tous les discours furieux que j'avais préparés dans ma tête pour dénoncer ce qui me tenait éveillé s'évanouirent complètement. Nous échangeâmes un regard rempli d'incompréhension et d'embarras. J'étais pétrifié, et tout ce que je pus faire fut de laisser échapper un petit cri stupide qui ne fit qu'empirer la situation.
Cherchant à dire quelque chose d'intelligent, je bredouillais maladroitement une excuse absurde en expliquant que j'entendais des bruits de tapotement. C'est alors que je remarquai son coude, celui de son bras actif, reposant contre la paroi métallique du navire, frappant le mur à chaque mouvement répétitif. Je ne lui laissai même pas le temps de répondre. Je hochai la tête, roulai des yeux et m'éloignai rapidement, submergé par la honte et l'incrédulité. Le reste du voyage fut particulièrement compliqué, car il est difficile d'éviter quelqu'un dans un espace confiné au milieu de l'océan. Ma mère a vécu pendant un certain temps dans une petite ville nichée dans les montagnes des Cascades, où elle travaillait comme garde forestière. C'était un poste isolé, entouré de vastes forêts et de montagnes imposantes, un endroit où les nuits étaient sombres et silencieuses, uniquement troublées par les bruits de la nature sauvage. Pendant son séjour là-bas, elle se souvenait d'un collègue plus âgé, un des gardes les plus expérimentés de l'équipe. Dès son arrivée, il s'était montré étrangement insistant, lui adressant des compliments déplacés et cherchant constamment à la faire venir chez lui sous divers prétextes. Elle trouvait son comportement inconfortable, mais elle avait appris à gérer ce genre de situation dans un environnement dominé par des hommes. Il n'était pas ouvertement menaçant, juste envahissant et insistant, assez pour qu'elle préfère éviter de se retrouver seule avec lui. Heureusement, elle n'était restée dans cette ville que quelques mois avant de décrocher un poste ailleurs. La vie avait continué, et cet épisode étrange s'était estompé dans sa mémoire. Des années plus tard, alors qu'elle feuilletait par hasard un journal local en ligne, un titre glaçant attira son attention. Le garde forestier en question avait été arrêté et condamné pour homicide involontaire. Les détails de l'affaire étaient particulièrement terrifiants. Il avait tué une jeune garde forestière dans des circonstances troubles, peu de temps avant que ma mère ne soit embauchée dans la même région. Cette révélation la paralysa. Elle réalisa qu'elle aurait très bien pu être sa prochaine victime. L'idée que cet homme, qu'elle avait côtoyé au quotidien, puisse être capable d'un tel acte fit remonter tous ses souvenirs désagréables et tous les moments où elle avait ignoré son instinct, minimisant son comportement dérangeant. Quelques années auparavant, mes amis et moi étions partis pêcher le poisson-chat dans un petit étang juste après la tombée de la nuit. L'atmosphère était paisible, la surface de l'eau lisse comme du verre sous le ciel étoilé. Nous étions concentrés sur nos lignes, discutant à voix basse, quand un bruit sourd éclata soudain à la surface de l'eau. C'était comme si quelqu'un avait jeté une grosse pierre, de la taille d'une balle de softball, dans l'étang. Nous avons levé la tête, scrutant l'obscurité. Quelques secondes plus tard, un autre plouf retentit, venant de l'autre côté de l'étang. Puis un autre, plus proche. L'eau éclaboussait à plusieurs endroits, comme si quelque chose ou quelqu'un lançait des pierres de tous côtés. Pensant qu'il s'agissait de plaisantins cachés dans les buissons, nous avons crié, leur disant d'arrêter. Le silence répondit. Les éclaboussures, elles, continuèrent de manière sporadique, semblant se déplacer autour de nous. L'idée d'un animal sauvage traversa mon esprit, mais rien de ce que je connaissais ne pouvait faire un bruit aussi fort et distinct. L'ambiance s'était lourdement chargée de tension. Le calme habituel de l'étang avait cédé la place à une sensation d'inquiétude grandissante. Finalement, après quelques minutes interminables, nous avons décidé qu'il était plus sage de partir. L'adrénaline nous poussait à marcher vite, jetant des regards nerveux derrière nous. Des années plus tard, je me suis retrouvé à pêcher dans un autre étang, seul cette fois. La soirée était similaire, calme, tranquille, presque parfaite. Mais alors que je lançais ma ligne, ce même bruit éclata à la surface de l'eau. Mon estomac se noua instantanément, ramenant à la surface ce souvenir oublié. Puis, à la lueur de la lune, je vis enfin la source du bruit, un énorme castor, nageant près de la rive, aplati sa large queue sur l'eau avec un bruit retentissant. Tout devint clair. Les éclaboussures de cette nuit-là n'étaient pas le fait de plaisantins ou de quelque chose de surnaturel, mais d'un castor défendant son territoire. Plus tard, j'ai appris que lorsque les castors deviennent problématiques dans les rivières locales, ils sont souvent relogés dans des étangs près de la ville. Ces éclaboussures étaient un avertissement, une façon de marquer leur territoire et de nous chasser.
Je travaille comme garde contre les ours polaires. Mon travail consiste à escorter des groupes de personnes à travers les vastes étendues de la toundra et les montagnes arctiques, tout en les protégeant des prédateurs les plus redoutables de ces terres gelées. Un jour, au cours d'une expédition en région isolée, nous traversions un plateau désertique balayé par des vents glacés. La lumière hivernale, blafarde et diffuse, donnait au paysage une teinte irréelle. Les vastes étendues enneigées semblaient infinies, ponctuées uniquement par quelques rochers émergeant comme des îlots solitaires. Alors que nous progressions, quelque chose attira mon attention à l'horizon, une silhouette étrange dressée au sommet d'un monticule de neige. D'abord, je crus à un simple amoncellement de neige soufflée par le vent, mais à mesure que nous approchions, ses contours se précisaient. C'était un homme de neige, ou du moins quelque chose qui y ressemblait vaguement. Mais il n'avait rien de joyeux ou d'innocent comme les bonhommes de neige que l'on fait pour s'amuser. Son corps, grossièrement formé de blocs de neige glacée, était tordu et asymétrique. Deux énormes bois de renne jaillissaient de sa tête, démesurés et menaçants, leurs pointes noircies par le temps. Plus inquiétant encore, son visage semblait avoir été sculpté avec une intention malveillante. Des trous béants avaient été percés là où auraient dû se trouver ses yeux, et sa bouche était une entaille irrégulière ressemblant à un rictus figé. Le vent sifflait à travers ces ouvertures, produisant un bruit presque humain, comme un gémissement étouffé. En m'approchant davantage, je remarquai que toute la structure était criblée de trous de balles, certains récents, d'autres plus anciens. Les impacts marquaient son corps gelé comme des cicatrices. Qui avait tiré sur cette chose? Était-ce par défi, par peur ou pour un tout autre motif? L'atmosphère était lourde, presque oppressante. Mes compagnons restaient silencieux, fixant l'étrange totem sans mot dire, comme hypnotisés. Instinctivement, j'ai vérifié mon fusil, un geste rassurant dans cet environnement hostile. Nous avons fini par continuer notre route, laissant cette vision surréaliste derrière nous. Mais cette image m'est restée en tête bien après notre retour à la base. Ce n'était probablement qu'une mauvaise blague de chasseurs ou de voyageurs solitaires cherchant à tromper l'ennui dans ces contrées désolées. Pourtant, quelque chose dans cette création semblait intentionnel. Comme un avertissement silencieux laissé là, perdu dans l'immensité gelée. Mon frère aîné travaillait de nuit sur un parcours de golf, chargé d'activer les arroseurs automatiques et d'entretenir le terrain. Un soir, il m'a invité à l'accompagner, pensant que ce serait une petite aventure amusante. Le parcours était désert et plongé dans l'obscurité, seulement éclairé par les phares du vieux véhicule utilitaire que nous utilisions pour circuler. Alors que nous montions lentement une longue montée sur l'un des fairways, les phares de notre véhicule illuminèrent une silhouette immobile au sommet de la colline. C'était une femme, debout en plein milieu du chemin, les bras le long du corps. Ses vêtements semblaient démodés, comme sortis d'une autre époque, et ses longs cheveux noirs tombaient de chaque côté de son visage pâle. Une scène aussi inattendue qu'inexplicable. Mon frère ne ralentit même pas. Il détourna légèrement le volant pour l'éviter et continua à rouler comme si de rien n'était. J'étais pétrifié, incapable de détacher mon regard de cette femme. Alors que nous passions à côté d'elle, je croisai ses yeux, et ce que je vis me glaça le sang. Ses yeux brillaient d'un éclat jaune, comme ceux d'un animal pris dans la lumière d'un phare. Je restai figé, le souffle coupé. Dès que nous étions hors de portée de voix, je ne pus m'empêcher de demander d'une voix tremblante. Qu'est-ce que c'était? Mon frère haussa les épaules, toujours aussi calme. Oh, elle vit sur le parcours de golf. Elle aime faire peur aux ouvriers de temps en temps. Je la vois au moins une fois par semaine. Sa réponse m'assomma. Il parlait de cette apparition comme si c'était un événement parfaitement banal, presque routinier. Mon esprit tentait désespérément de rationaliser ce que je venais de voir. Mon travail consiste à parcourir des ruisseaux et des rivières, souvent dans des zones rurales isolées. Un jour, mon collègue et moi travaillions dans un environnement plus urbain, ce qui sortait un peu de notre routine habituelle. Alors que nous marchions le long d'un cours d'eau, nous avons aperçu ce qui ressemblait à un corps humain étendu sur la rive. Une montée d'adrénaline immédiate nous a saisis, et nous nous sommes rapprochés avec appréhension, imaginant déjà devoir appeler les secours.
En arrivant plus près, nous avons poussé un soupir de soulagement mêlé d'un sentiment d'idiotie. Ce que nous avions pris pour un cadavre était en réalité un mannequin de pompier, visiblement utilisé pour l'entraînement, qui avait glissé en bas d'une colline. Une fausse alerte embarrassante, mais qui nous a bien fait rire après coup. Ce genre de rencontres étranges est plus courant qu'on ne le pense. Une autre fois, en explorant un ruisseau reculé, nous sommes tombés sur une petite tombe, seule au milieu des bois. Une simple croix en bois plantée dans le sol avec un nom gravé rudimentairement. C'était visiblement l'endroit où quelqu'un avait enterré son chien, une scène triste et touchante à la fois. Certaines découvertes sont plus troublantes. Je me souviens particulièrement d'un vieux lapin en peluche trouvé au bord d'un ruisseau. Ses yeux avaient été remplacés par des cartouches de fusil de chasse. L'intention derrière cet étrange montage était impossible à deviner, mais cela dégageait quelque chose de profondément dérangeant. Une autre fois, nous avons trouvé un mannequin parfaitement installé sur une chaise en plein milieu de la forêt, orienté de façon à regarder le chemin principal. Tout semblait trop soigneusement disposé pour être un hasard. Il y avait aussi ces petits autels improvisés faits de pierres empilées, de bougies usées et de restes d'objets que je préférais ne pas trop examiner. Le moment le plus inconfortable est survenu lors d'un travail dans le nord. Alors que nous inspectons un système de drainage près d'un ruisseau, j'ai levé les yeux pour me rendre compte que nous étions entrés, sans le savoir, dans un campement de sans-abri. Un homme se tenait debout à l'entrée de son abri de fortune, silencieux, les yeux fixés sur nous. Aucune menace explicite, aucun geste hostile, seulement un regard soutenu qui nous a figés sur place. Nous nous sommes sentis comme des intrus, bien plus que des explorateurs. Cette soudaine inversion de rôle passé de l'observateur à l'intrus a créé un moment de malaise intense. Sans un mot, nous avons reculé et quitté l'endroit aussi discrètement que possible. J'ai travaillé pendant plusieurs années sur des plateformes pétrolières dans le golfe du Mexique. Ce n'était pas forcément un environnement effrayant dans le sens classique du terme, mais certaines expériences là-bas étaient profondément troublantes, un rappel brutal de notre petitesse face à la nature. En haute mer, l'eau est incroyablement claire, presque cristalline. Depuis les passerelles de la plateforme, on pouvait facilement voir la vie marine évoluer en dessous. Les bancs de thon et de barracuda traînaient souvent autour de la structure, attirés par les restes de nourriture jetés par le cuisinier à la fin de chaque repas. Cela créait une sorte d'écosystème prévisible et fascinant à observer. Mais parfois, cette tranquillité apparente était soudainement brisée. Je me souviens particulièrement d'un après-midi où je regardais distraitement les poissons sous la plateforme pendant une pause. Un énorme banc de thon nageait près de la surface, insouciant, tandis que quelques barracudas attendaient patiemment en dessous, immobiles comme des statues. Puis, sans le moindre avertissement, l'eau se déchira. Un grand requin blanc surgit des profondeurs, rapide comme l'éclair. En une fraction de seconde, il attrapa un thon en pleine course. Il n'y avait ni lutte ni confusion, juste un instant parfait de prédation pure. L'attaque était si rapide et si précise qu'il fallut un moment avant que mon cerveau ne réalise ce qui venait de se passer. Ce qui m'a vraiment marqué, ce n'était pas juste la vitesse ou la puissance de l'animal, mais le fait que nous n'avions rien vu venir. L'eau, pourtant limpide, était restée parfaitement calme juste avant l'attaque. Le grand blanc avait surgi des profondeurs sombres, invisible jusqu'à la dernière seconde. Un prédateur ultime, opérant dans un monde où nous n'avions aucune chance. Je vis dans un ranch isolé, au bout d'un chemin de terre tranquille. Nos voisins les plus proches habitent à environ 1 mile à vol d'oiseau, et ils ont eu quelques problèmes de vol dans leurs dépendances et hangars ces derniers temps. Avec l'automne bien avancé, la nuit tombait dès 18 heures, ce qui me poussait à surveiller de près toute activité inhabituelle sur notre route. Un soir, alors que je préparais le dîner, j'ai remarqué des phares lointains avançant lentement sur notre chemin de terre. L'endroit est si reculé que tout véhicule qui passe attire immédiatement l'attention. Je les ai observés avec méfiance depuis notre porche, et mon inquiétude a grandi lorsqu'ils se sont arrêtés au bout de notre allée, à environ 120 yards de la maison, juste en face de mon vieux pick-up des années 60. Je me suis demandé s'ils envisageaient de le voler ou s'ils inspectaient simplement la propriété. Ne voulant pas prendre de risques,
j'ai enfilé un manteau noir, saisi mon fusil et décidé d'aller voir ce qui se passait. Je me suis déplacé discrètement à travers l'ombre des arbres, restant hors de portée des phares du véhicule. À mesure que je m'approchais, j'ai distingué que c'était une camionnette blanche, sans autre signe distinctif visible. Alors que j'étais à environ 50 mètres, la camionnette a soudainement reculé et s'est engagée dans notre allée. Avant que je ne puisse réagir, ses phares ont balayé le chemin, illuminant complètement ma silhouette immobile au milieu de la route, mon fusil à la main. C'est à cet instant que je vis le logo réfléchissant FedEx scintiller sur le côté du véhicule. Mon cœur se serra alors que je réalisais la situation. De son point de vue, le conducteur venait de tomber sur une silhouette sombre et silencieuse surgie de l'obscurité, armée, le fixant en pleine nuit. Il avait toutes les raisons d'être terrifié. Essayant d'atténuer la tension, je levai la main dans un geste amical et esquissai un sourire, ce qui, dans l'obscurité et vu les circonstances, ne devait pas être très rassurant. À ma grande surprise, le chauffeur ne fit pas demi-tour. Il poursuivit sa route jusqu'à la maison, certainement encore sur ses gardes. Quand il descendit, je me hâtai vers lui pour m'excuser et expliquer la situation. Heureusement, il éclata de rire en comprenant le malentendu. Nous avons échangé quelques plaisanteries sur les dangers des livraisons tardives en milieu rural, et il repartit soulagé, probablement avec une bonne histoire à raconter à son retour au dépôt. Depuis ce soir-là, chaque fois que je vois une camionnette FedEx passer sur notre route, je ne peux m'empêcher de sourire en repensant à cette nuit où j'ai accidentellement incarné le cauchemar typique des livreurs dans les coins les plus reculés du pays. Travailler pour un médecin légiste signifie côtoyer régulièrement des situations que la plupart des gens préféreraient éviter. Pendant un certain temps, j'étais de garde de nuit, seul dans le bâtiment, pendant ce qu'on appelle communément le quart de cimetière. Une atmosphère déjà chargée par défaut, mais certaines nuits étaient bien plus dérangeantes que d'autres. La toute première nuit où j'ai pris mon service, à exactement minuit, le système de ventilation principal s'est arrêté. Le bâtiment entier devint soudainement silencieux jusqu'à ce que les conduits d'air commencent à se contracter à cause du changement de pression. Le métal des ventilations se mit à grincer, à craquer et à tordre, produisant un bruit étrange et irrégulier. Dans le silence oppressant de l'immeuble, cela ressemblait terriblement à quelque chose ou quelqu'un qui rampait dans les conduits, comme si cela se déplaçait à quatre pattes au-dessus de ma tête. Je me suis figé sur ma chaise, essayant de rationaliser ce que j'entendais. Mon esprit allait immédiatement vers le pire. Bien sûr, je me suis vite rendu compte que c'était un phénomène normal lié au système de climatisation vieillissant, mais cette première nuit a été longue. Très longue. Puis, il y a eu cette autre nuit où la situation est passée de légèrement effrayante à pure terreur. Nous avons perdu tout le courant d'un coup, me plongeant dans une obscurité totale. L'ironie ? J'étais en train de travailler en arrière-plan avec un vieux film d'horreur sur mon téléphone, histoire de passer le temps. Le timing était si parfait que cela aurait pu être le début d'un scénario de film. L'obscurité dans le bâtiment était si dense qu'elle semblait palpable, presque étouffante. Et je n'arrêtais pas de penser à la salle de conservation à seulement quelques mètres de là, contenant environ 30 corps étendus sur des tables d'autopsie et dans des tiroirs réfrigérés. L'idée qu'ils étaient là, invisibles dans le noir total, était beaucoup trop difficile à supporter. Chaque son semblait amplifié, chaque craquement devenant suspect. Ce soir-là, j'ai pris la décision la plus rationnelle possible. Je suis sorti directement dans le parking et je suis resté dans ma voiture jusqu'à ce que le courant revienne. Peu importe à quel point j'avais l'air ridicule, je préférais être enfermé dans ma voiture que coincé dans ce bâtiment plongé dans les ténèbres. Et même avec l'électricité allumée, l'endroit restait sinistre. Les couloirs étaient toujours faiblement éclairés par de longues lumières rouges de secours, créant une ambiance digne des pires films d'horreur. Des ombres longues et distordues se formaient au coin des pièces, jouant des tours à votre esprit déjà tendu. Heureusement, je ne travaille plus sur le quart de nuit aujourd'hui. J'ai passé un certain temps dans les forêts marécageuses de tourbières de Bornéo pour étudier les orang-outans sauvages. Nos journées commençaient très tôt, généralement autour de 4 heures du matin, alors que la forêt était encore plongée dans l'obscurité totale et enveloppée par la brume.
Naviguer à travers ces sentiers étroits et humides avec seulement la lumière de nos lampes frontales ajoutait toujours une touche d'inconnu et de mystère. Une de ces matinées est restée gravée dans ma mémoire. Alors que nous empruntions le sentier habituel pour pénétrer dans la forêt, nous sommes tombés sur quelque chose que je n'aurais jamais imaginé voir, un léopard nébuleux, majestueux et immobile, juste là, au milieu du chemin. Il était accroupi, parfaitement immobile, ses muscles tendus sous sa fourrure tachetée, ses yeux d'un jaune perçant fixés sur nous avec une intensité inquiétante. Il ne montrait aucun signe de peur ni d'agressivité, seulement une patience glaciale, comme s'il nous évaluait. Instantanément, notre groupe s'est figé. Nous savions que rencontrer un prédateur de cette envergure était à la fois incroyablement rare et potentiellement dangereux. Notre guide indigène, un homme expérimenté qui connaissait les profondeurs de cette forêt mieux que quiconque, tenta de le faire fuir. Il agita les bras, cria et finit même par sortir son lance-pierre pour tirer des pierres, intentionnellement à côté, dans l'espoir de l'effrayer. Mais le léopard ne bougea pas. Pendant ce qui sembla une éternité, mais qui ne dura probablement que 5 minutes, il resta là, impassible, ses yeux semblant briller d'une intelligence froide et calculatrice. Finalement, sans aucune précipitation, il se redressa sur ses pattes puissantes et s'éloigna lentement, disparaissant dans l'épaisse végétation. Soulagés mais encore sous tension, nous avons repris notre chemin avec prudence. Par réflexe, je dirigeai ma lampe torche vers l'endroit où le félin avait disparu. À travers le rideau dense de feuilles et de branches, à seulement 3 mètres de nous, 2 yeux brillants fixaient toujours notre groupe, immobile et caché dans l'ombre. Il n'était pas parti bien loin, juste assez pour rester invisible tout en continuant à nous observer. Travailler sur un porte-avions est déjà une expérience intense, avec ses couloirs métalliques étroits, ses lumières froides et son ambiance toujours chargée de tension. Mais une chose survenue à bord m'a marqué bien plus que toutes les opérations militaires ou les tempêtes que nous avons affrontées. Une jeune femme de l'équipage s'est tragiquement pendue dans un espace situé juste à côté de la zone où mon équipe et moi dormions. L'atmosphère est devenue lourde immédiatement après l'annonce de sa mort. Les rumeurs ont commencé à circuler dès le lendemain. Sur un navire, où tout se sait rapidement, les histoires prennent vie plus vite que les vagues en mer. Une nuit, environ 2 jours après l'incident, l'un de mes collègues est entré dans notre compartiment pour se changer après son quart de travail. Alors qu'il retirait son uniforme, il a soudainement vu quelqu'un assis sur une chaise dans le coin de la pièce. Il a décrit la silhouette comme étant immobile, les mains posées sur ses genoux, les yeux fixés droit devant. C'était elle. Il n'a pas attendu pour en voir davantage. Il s'est mis à hurler et a couru hors de la pièce, paniqué et livide. Nous avons dû le calmer, mais il refusait obstinément de retourner dormir dans ce compartiment pendant des jours. Quelques jours plus tard, je me suis décidé à aller dans l'espace exact où elle s'était pendue. Je ne croyais pas aux fantômes, et je voulais prouver que ces histoires n'étaient que des élucubrations dues à la fatigue et au stress de la vie en mer. C'était une zone technique, sombre et encombrée de tuyaux et de câbles. L'éclairage tamisé des ampoules de sécurité ne faisait qu'accentuer l'ambiance oppressante. Je n'étais pas à l'aise, mais je continuais à avancer. Puis, sans avertissement, un bruit strident déchira le silence. C'était un cri métallique aigu, comme si du métal frottait violemment contre du métal, ou quelque chose de vivant, blessé, poussant un hurlement de douleur. Le son semblait provenir directement du plafond, résonnant dans les conduits de ventilation au-dessus de moi. Mon cœur manqua un battement. La peur primitive prit le dessus, et je fis demi-tour sans chercher à comprendre davantage. Je me précipitai hors de la pièce, le souffle coupé, les mains tremblantes. Ce qui rend cette expérience encore plus troublante, c'est que le système technique connecté à cet espace, un mécanisme crucial pour l'éclairage et la ventilation, est tombé en panne juste après sa mort. Pendant 2 semaines entières, les techniciens n'ont pas réussi à le réparer, sans pouvoir expliquer pourquoi il ne répondait plus. Je travaillais autrefois dans un petit magasin d'une petite ville, un de ces endroits où il n'y avait presque jamais de clients. Les journées étaient longues et solitaires, avec parfois un client toutes les heures. La plupart de mes quarts de travail se faisaient seuls, ce qui, en y repensant, n'était probablement même pas légal.
mais à l'époque, je ne m'en souciais pas trop. C'était une soirée sombre et tranquille. Comme d'habitude, je passais le temps sur mon téléphone, essayant de rester éveillé dans cette atmosphère morne et silencieuse. Soudain, j'ai entendu la cloche de la porte s'ouvrir. Je levai les yeux et vis un homme entrer. Il me tournait le dos et marchait lentement dans l'allée des conserves, apparemment absorbé par une conversation téléphonique. Rien d'inhabituel jusque-là. Je retournai à mon écran. Puis, une odeur puissante et étrange m'a frappé. C'était une odeur de terre humide, de sol fraîchement retourné, un parfum si fort qu'il semblait presque irréel dans cet environnement aseptisé du magasin. Je levai à nouveau les yeux, et c'est là que je le vis s'approcher du comptoir. Il portait une sorte de salopette délavée, et son visage, ses mains et ses longs cheveux gris étaient couverts de terre, comme s'il venait de sortir d'une tombe fraîchement creusée. Mais le plus dérangeant, c'était qu'il ne tenait pas de téléphone. Il parlait tout seul d'une voix aiguë et bizarre, un murmure saccadé, entrecoupé de petits rires nerveux, presque comme un personnage de conte sinistre ou un elfe de dessin animé grotesque. Je restais figé, incapable de bouger. Mon esprit alternait entre l'incrédulité et la peur pure. L'homme me fixait, marmonnant des mots incompréhensibles dans son étrange murmure saccadé. Chaque instinct de survie en moi criait de courir, de partir, mais mes jambes refusaient de bouger. C'est à ce moment-là que la porte du magasin s'ouvrit brusquement à nouveau, et un policier entra en trombe. Il me regarda avec un air sérieux et me demanda si j'allais bien. Incapable de parler, paralysé par l'intensité de la situation, je restais muet, encore figé par la peur. Le policier se tourna vers l'homme et lui ordonna de sortir. L'homme commença alors à marmonner encore plus fort, répétant le mot légal encore et encore, sa voix devenant de plus en plus incohérente. Le policier appela des renforts, et peu de temps après, ils l'emmenèrent dans le véhicule de patrouille. Je n'ai jamais su qui était cet homme, ce qu'il faisait là ou ce qui avait bien pu se passer avant qu'il n'entre dans le magasin. Aucun rapport n'a été publié, personne ne m'a jamais donné d'explication. Mais cette sensation de malaise, cette certitude viscérale que j'étais à un souffle d'une situation terriblement dangereuse, ne m'a jamais quitté. Je travaille sur des plateformes pétrolières en mer du Nord de manière ponctuelle, principalement au large des côtes de l'Écosse. Ces lieux sont souvent étranges, pas forcément effrayants, mais empreints d'une atmosphère particulière qui vous fait sentir petit face à l'immensité de l'océan et du ciel. Le brouillard surgit sans prévenir, avalant tout autour de vous en quelques minutes. Des structures métalliques gigantesques, visibles à l'horizon, se volatilisent comme des mirages, laissant une sensation de vide inquiétant. Mais il y a une nuit en particulier qui m'a marqué, bien au-delà du brouillard ou du balancement de la plateforme sous le coup des vents déchaînés. C'était il y a quelques années, lors d'un de mes premiers séjours sur une plateforme isolée, à plus de 100 km de la côte. J'étais de garde sur le pont principal pendant mon quart de nuit. Il faisait particulièrement calme, le bruit des machines semblait plus lointain qu'à l'accoutumée, étouffé par l'humidité de l'air salin. Vers 3 heures du matin, alors que je scrutais l'obscurité en direction de l'océan, j'ai vu quelque chose d'étrange. Une lumière faible a émergé de l'eau à environ 200 mètres de la plateforme. Au début, j'ai cru à un reflet dû à un projecteur mal orienté, mais cette lumière ne venait pas de nous. Elle semblait se déplacer doucement, comme si elle explorait la surface. Puis une deuxième lumière est apparue, un peu plus loin, et une troisième, encore plus loin. Elles étaient parfaitement rondes, d'un blanc brillant, presque scintillant. Je me suis figé, le souffle coupé. Ces boules de lumière semblaient flotter au-dessus de l'eau, oscillant légèrement comme si elles suivaient un courant invisible. L'instant suivant, elles ont commencé à se déplacer, se rapprochant les unes des autres dans un mouvement fluide, parfaitement synchronisé. Lorsqu'elles se sont rejointes, elles ont fusionné pour former une seule et immense sphère lumineuse, émettant une lueur presque aveuglante. Avant que je ne puisse réagir, cette sphère a soudainement accéléré à une vitesse inimaginable et a filé droit vers le ciel, disparaissant en quelques secondes dans l'immensité étoilée. Je suis resté immobile, le cœur battant à tout rompre, incapable de comprendre ce que je venais de voir. Mon esprit a aussitôt repensé à ces théories étranges que j'avais lues par curiosité,
les supposées bases extraterrestres sous-marines, des objets non identifiés observés surgissant des profondeurs océaniques. Je n'avais jamais prêté beaucoup d'attention à ces récits jusqu'à cette nuit-là. À part ça, il y a les mouvements de la plateforme. Même si elle est fixe, les vents violents ou les mers agitées la font parfois se balancer imperceptiblement. Sentir son bureau tanguer, alors qu'il ne le devrait pas, est pour le moins déstabilisant. Être seul dans une de ces plateformes le soir, c'est vraiment terrifiant. Bien qu'il y ait toujours le bruit constant des machines et des équipements la nuit, j'ai parcouru toute la plateforme sans croiser âme qui vive de toute ma garde. Pourtant, environ 130 personnes se trouvent généralement à bord, même si les plus petites plateformes accueillent des équipes réduites. Cette solitude, au milieu des sons mécaniques et de l'obscurité, crée une ambiance presque irréelle. Il y a aussi cette prise de conscience qui revient presque à chaque mission, celle d'être incroyablement isolé, au milieu de nulle part. La plupart des plateformes où j'ai travaillé se trouvent à 1 heure d'hélicoptère de la terre ferme. Et lorsqu'un problème survient, les choses peuvent dégénérer très vite. Cette idée, bien que rare, plane toujours quelque part dans l'esprit. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.